Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Hello, c'est Marion, il est exactement bientôt 18h et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Mamas Rio, rue Guillaume Puy, dans le quartier de La Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous ces superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez, mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15, vous et pas moi, alors profitez-en. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues, on s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marion Lescaut, alias Mimi. Bonjour Marion. Bonjour. C'est une émission entre Marion. On va renommer l'émission. Conversation entre Marion. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va super, je suis ravie de t'avoir avec moi. Marion, tu es une artiste engagée dans la protection de l'environnement. Tu nous présentes une collection de tenues et de costumes à la croisée de l'art et de la sensibilisation. Tu vas nous en parler plus amplement. Pour évoquer tout ça, tout commence a priori en 2020 quand l'épidémie du Covid-19 s'étend et nous amène à porter donc des masques chirurgicaux pour se protéger et y faire face. À ce moment-là, nous entrons dans ce que tu nommes comme étant le monde d'après. Oui. L'occasion qui pourrait être propice à une remise en question, en commençant par nos comportements individuels comme tu le présentes. Malheureusement, tu découvres tristement des milliers de masques composés de plastique abandonnés dans la nature. Et à ce moment-là, la colère te gagne. C'est ça. Mais tu décides finalement d'en faire quelque chose de porteur, quelque chose de propice à un message, à des initiatives qui sont très belles que tu vas nous présenter. Je vais t'inviter du coup à nous raconter cela, mais tout d'abord, permets-moi de te demander pourquoi Mimi ? Alors, pourquoi Mimi ? Pour plein de raisons. Mimi parce que les gens me trouvaient Mimi, mignonne quand j'étais un peu plus jeune et ça faisait connotation aussi avec Mimi Cracra dont j'étais fan quand j'étais petite, et comme je ramasse des choses qui sont pas forcément très propres et que j'en fais quelque chose d'un peu plus poétique, je trouvais que ça avait une bonne connotation. C'est chouette, c'est une belle histoire. Je me suis demandé, peut-être que c'est quelqu'un qu'elle connaît, peut-être que c'est quelqu'un qu'elle apprécie particulièrement. Non, ça c'est chouette. Mimi Cracra. C'est ça. Okay. Alors, peux-tu nous raconter ce que tu as entrepris par le biais de ce constat triste et désastreux ? Alors, au début, j'ai commencé à ramasser, donc, comme tu le disais, des milliers de masques. Rassurez-vous, je les ai évidemment lavés pour des raisons sanitaires évidentes. Et puis, force était de constater qu'on n'y faisait pas trop attention parce qu'on était très contrariés par la pandémie, ce qui était bien normal. Néanmoins, la pollution est également signe de problème de santé. Donc, c'était un petit peu un paradoxe qui, effectivement, m'a mise beaucoup en colère. Et pour canaliser ces émotions, en effet, je me suis dit qu'est-ce que je peux en faire ? Et puis par hasard ou créativité peut-être cérébrale, je me suis dit je vais en faire des vêtements pour pouvoir interpeller un public, et puis que ça éveille des consciences et que ça évite aussi à des gens de jeter des masques. Bon, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que c'est pas que des masques qui ont été ramassés. Aujourd'hui, je les collecte. Donc, c'est-à-dire que N+4 de la pandémie, il y a un sujet qui est un peu plus compliqué, c'est que on m'appelle des entreprises, des ministères, ils savent plus quoi en faire. Donc après la pénurie, on a un trop plein de masques. Et de masques usagés ou même de masques non usagés ? Masques neufs, non usagés, qui n'ont jamais été utilisés, mais dits périmés.
qui ne le sont pas d'ailleurs forcément tous. Quand on fait des analyses par ingénieurs ou autres, ils se rendent compte qu'ils sont toujours efficaces. Néanmoins, on ne peut rien en faire. Ils ne sont plus possibles d'être distribués sur le marché. Moi, j'ai aucun droit de les distribuer. Donc, que faire ? Les recycler, agir. Donc, aujourd'hui, au-delà des œuvres d'art que je fais avec les masques chirurgicaux, j'ai un peu plus poussé. C'est-à-dire que j'ai poussé aussi les portes d'hôpitaux pour essayer de récupérer et de recycler ces matières qui s'appellent des non tissés et d'en faire quelque chose, puisque ça concentre des tonnes de déchets par an et que c'est encore le contribuable quand même qui paye les factures finales de l'enfouissement et de l'incinération, en plus de polluer. Donc ça me paraît important de le dire, ça me paraît important que les gens en prennent conscience. Donc c'est mon message, et puis j'essaye de, comme je le dis, de faire du beau avec du crado, et puis de montrer que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là au-dessus de nous, on a donc des méduses que j'ai faites à partir de ces masques. J'allais y venir, on a la chance d'être dans un merveilleux décor que tu as toi-même élaboré. C'est un honneur d'ailleurs, parce que ça fait bizarre de passer une émission de radio sous ses propres œuvres, comme je le disais en off tout à l'heure. Et oui, alors là, c'est une collaboration que j'ai faite avec un sculpteur, un artiste sculpteur de la Côte d'Opale dans le Nord-Pas-de-Calais, dont je suis originaire. Je connais bien en plus. Oui, tu me le disais. Et le but, c'était de montrer aussi que je pouvais vraiment transformer. Donc j'ai reproduit ces méduses que lui fait en acier et on les a intégrées dans une œuvre qui est un cube. Et je voulais intégrer la matière plastique, puisque 2050, et on y est bien avant même encore, il risque d'y avoir plus de plastique que de poissons dans nos océans. C'est un triste constat. Ouais, c'est un triste constat. Exactement. Donc voilà, ça c'était c'est le but du message, et donc toutes mes actions sont tournées dans ce sens, en tout cas environnemental aujourd'hui. À terme, je pense social aussi, vu tout ce qui se passe. Mais voilà. Tout est lié. Ouais, exactement. Mine de rien. Exactement. Et en te lançant là-dedans, parce que finalement, c'est vraiment la force des choses qui t'a amené à débuter, est-ce que tu imaginais être aussi investi que tu l'es aujourd'hui, en commençant par cette petite action déjà de ramasser ces déchets qu'étaient les masques chirurgicaux ? C'était la prise de risque avec une personnalité comme la mienne, en fait, parce que je fais jamais les choses à moitié. Et que j'étais clerc de notaire à l'origine, donc tu vois, ça n'a rien à voir. En effet. Et quand je travaillais en tant que clerc de notaire, j'étais investie à 4000%. Donc là, à l'inverse, j'ai mis mon énergie au profit de quelque chose qui m'importe plus et qui, pour moi, répond à plus d'urgence. Et du coup, je savais qu'il y avait des chances que je sois à fond. Donc, je suis à fond. Mais ça me rend hyper heureuse aujourd'hui. Donc, ça va, je trouve mon équilibre là-dedans. Oui, j'imagine. Tu m'as dit tout à l'heure, oui, il y a N+4, ça m'a fait réaliser que ça faisait déjà 4 ans que le Covid était arrivé. Enfin, j'ai l'impression que c'est passé, et je sais qu'on est beaucoup comme ça, à avoir l'impression que ça datait d'hier, et en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche cette histoire de Covid qu'on en a un peu marre de l'entendre, mais ça fait partie de notre réalité. Ouais. Et aujourd'hui, il y a, je pense que tu diras pas le contraire, mais il y a un après. Ce que tu disais, le monde d'après, il y a vraiment... eu un avant-Covid et un après-Covid, et on est toujours dans cet après avec ces questions que ça suscite, auxquelles on n'a pas toujours trouvé de réponse, et auxquelles toi tu tentes d'en trouver sur certaines, en tout cas sur cette question de l'écologie. Alors en te lançant dans cette initiative, est-ce que tu étais familière avec la création de vêtements ? Absolument pas. Et comment tu t'y es pris ? J'ai un tempérament un peu autodidacte, donc ça m'aide. Et en fait, non, pas du tout. Donc la première robe a été une catastrophe à mon sens, même s'il y en a plein qui disent « Ah non, mais c'est super, je l'exposerai peut-être, moi je la trouve immonde, mais... j'ai recousu sur la base d'une robe déjà existante et tout. J'avais jamais cousu de ma vie. Mais bon, ça répondait en fait pour moi à une urgence absolue à l'époque. Il fallait absolument, on était en confinement 2 et j'avais des amis en fait. Enfin, c'est des personnes qui sont devenues des amis qui ont fait Marseille-Paris à pied en ramassant, je sais plus combien de milliers de masques. Et c'était ouf comme périple qu'ils ont fait, et je voulais absolument leur rendre hommage et montrer au monde, je pense que j'étais sûre que le truc allait se voir dans le monde entier, l'horreur de ce que je ramassais et tout ça. Donc j'avais créé une robe avec un chapeau haute forme et tout, parce que eux étaient super grands en plus, donc je voulais absolument que tout le monde me voie. Et donc voilà, j'ai appris comme ça, et puis en fait donc la colère s'est transformée en quelque chose de
de hyper kiffant, c'était de coudre en fait. J'adorais, ça me détendait à fond et la créativité. Je souhaite à quiconque qui est créatif aujourd'hui de pas hésiter à l'être parce que ça fait juste trop du bien d'avoir un résultat de créativité et tout ça. Et donc, dans un tempérament que j'ai d'habitude, j'étais curieuse, je voulais apprendre. Et donc, j'ai appris par moi-même tout ce que j'ai appris. Et j'ai même fait un concours, j'ai créé des vêtements érotiques qui ont un peu fait peur d'ailleurs aux collègues de la Luna. Parce que c'est en noir, je sais pas, ça leur a fait peur. Ah oui, j'ai vu un de tes costumes l'autre jour qui était très chouette. Et je me suis dit, ah ouais, ça, je porterais bien. Bah ouais, mais bon, bref. Et donc, j'ai été retenue sur un concours. On était plus de 500 candidats. J'ai été retenue sur les 20 derniers. Donc, j'étais hyper fière, évidemment, parce que j'ai aucune expérience. Je suis pas du tout styliste ni rien. Mais c'est pareil, je pense que tout peut s'apprendre, c'est une question de volonté. Et puis voilà, mais moi, mes messages sont plus importants que mes connaissances. Donc, j'accélère mes connaissances et puis on s'adapte, quoi. Et c'est aussi ce qui fait que tu oses et que tu te prends peut-être pas la tête et que il n'y a pas cette recherche absolument d'être parfaite et de faire les choses bien avant de se lancer, ce qui est souvent aussi un frein pour beaucoup de gens. Souvent, on attend d'être prêt à 100%, mais on ne l'est jamais vraiment. Et ça nous freine simplement dans la date du démarrage de l'exploration de certains projets. En tout cas, je salue cette initiative, cette envie de faire et de se lancer, cet entrepreneuriat qui est le tien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lorsque tu t'es épris de ce projet? J'en rencontre tous les jours. D'abord, c'est les financières, évidemment, puisque il faut réussir à vivre de son art. Un artiste, c'est difficile, mais alors un artiste qui prône de l'art écologique à partir de déchets, alors qu'il y a des matières nobles qui sont d'ailleurs en train de littéralement disparaître. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué d'être... voilà. Mais... les difficultés, en fait, à chaque fois, je suis quelqu'un qui n'a pas eu que des trucs faciles dans sa vie, donc j'ai l'habitude de sauter. T'es déjà rodé. Ouais, voilà, de rebondir sur les difficultés, donc j'ai l'impression que, je surfe dessus et tant que j'arrive à atteindre des personnes et à leur faire prendre conscience de choses qui sont évidentes pour elles-mêmes en premier, prendre soin de soi, prendre soin des autres. La santé, l'environnement, puisque tout, comme on disait, tout est lié, tout ce qui est social. Bon, après, je m'adapte. Je suis un peu un caméléon suradapté. Tu dirais que finalement, alors bien sûr, on comprend quelle est ta mission au travers de ce projet, mais globalement, tu le vois s'inscrire comme étant une chose parmi tant d'autres d'une mission plus globale, plus importante. Et si oui, quelle serait cette mission dont tu t'investis? En fait, j'en ai pas encore connaissance, surtout avec ce qui va se passer dimanche. Ça va clairement avoir un impact dans ma vie d'artiste, dans ma vie de femme et dans la vie de millions de personnes. Donc forcément, je vais dire à tout le monde d'aller voter. Donc, flou artistique sur l'avenir et flou artistique sur l'avenir de tous, en fait. Parce que justement, compte tenu de la situation au niveau climatique et social, géopolitique, on ne sait pas trop où on va, donc j'ai envie de dire le plus loin possible qui pourra faire évoluer encore une fois des consciences et puis faire le bien autour de soi. Donc j'ai des objectifs de vie personnelle qui sont de vivre de manière plutôt très sobre. Alors ça a déjà été fait puisque j'ai réduit ma vie en un camion. J'ai quasiment plus de... Enfin, je suis très sobre dans ma façon de vivre. Justement, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir juste après, de comprendre comment les choses se sont déroulées depuis le lancement. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est ça. En tout cas, moi, j'aimerais vivre... je vais imaginer le truc un peu en communauté, mais pour en avoir fait l'expérience, je sais que c'est très compliqué, mais en communauté avec un espèce d'une vie d'EHPAD, c'est-à-dire qu'un EHPAD des temps modernes avec une communauté un peu plus jeune qui prend soin de ses anciens. Parce que les problèmes générationnels, pour moi, ils sont juste tristes et manque de communication. Ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel je veux travailler. Et qui a été un vrai constat, d'ailleurs, pendant la crise du Covid-19. C'était de voir à quel point, finalement, les générations étaient séparées, déjà pour des conditions, enfin, pour des questions d'état physique et de questions de sanitaire. Les personnes âgées étaient plus vulnérables que les plus jeunes. Enfin, voilà. Après, ça restait
encore une question à prouver, mais ça nous a séparés les uns des autres. Et à quel point, en tout cas, c'est une population qui peut être très, très vulnérable dans du manque de liens. Ouais, totalement. Autant que les enfants, finalement. Mais dans la vie, de manière générale, chez l'humain, il y a comme cette espèce de rythme assez drôle, c'est qu'on est bien sûr vulnérable de par le fait qu'on ait des bébés, et c'est comme si en fin de vie, on redevenait un peu comme un bébé, muni d'une expérience folle, mais on a la même vulnérabilité. C'est exactement ça. Ma mère bosse dans les EHPAD, donc c'est peut-être ça qui me donne cette sensibilité, mais c'est effectivement tout ce qu'elle m'a témoigné depuis toujours. Elle m'a dit, une personne qui devient âgée redevient un enfant, en fait, dans ses comportements. Il faut en prendre soin. Je pense que le système qu'on a actuel, de par le témoignage que ma mère me donne depuis que je suis toute petite, me fait peur. Et je pense que ce lien, ce raccord entre les plus jeunes et les plus anciennes générations, déjà éviterait tous ces clivages qu'on a aujourd'hui. Et ça ferait du bien à tout le monde. Et les savoir-faire des anciens, moi, ça m'attriste à un point de savoir que tout se perd. Et justement, moi, tout ce que j'ai appris toute seule, j'aurais vraiment aimé passer du temps avec des personnes plus âgées. Alors, je l'ai un peu fait et j'aurais pu le faire davantage. Mais c'est toujours compliqué. Et puis après, même pour avoir la confiance par exemple, moi, on m'avait dit tu peux faire une résidence d'artiste chez une dame âgée et tout ça. Mais ok, mais les enfants font pas forcément confiance, les petits non plus, etc. Donc voilà, rétablir de la confiance et du lien social, on va dire que c'est mon objectif numéro 1, en plus de tout ce qui est environnement. D'accord. Bon, en tout cas, on te sent très engagé dans plein de choses et que des choses qui sont pour du mieux, pour de l'évolution dans nos sociétés à plein de niveaux et surtout sur plein de sujets qui aujourd'hui ne peuvent plus attendre. Pour revenir un petit peu à ce projet que tu as entrepris à la suite du Covid et des masques qui étaient éparpillés un peu partout dans notre nature souffrante, comment les choses ont évolué à partir de ce moment-là, quand tu as créé tes premières pièces? Est-ce que tu as tout de suite démarré par la création de vêtements ou tu as commencé par des œuvres d'art? Comment ça s'est passé exactement? Alors, j'ai pas la mémoire de tout. Mais en tout cas, Alors, en fait, j'avais peur, parce qu'il y en a plein qui se disent c'est dégueulasse. Je n'ose pas imaginer tout ce qui pensent ça à l'instant même, d'ailleurs. Oui, surtout quand je me rappelle à quel point parfois on pouvait voir une voisine qui n'osait pas toucher son sac de course, les gens qui désinfectaient. Mais j'étais dans cet état-là. Voilà. Alors je le dis pas du tout d'une manière où je pointe du doigt et je me moque. Voilà, c'est pas du tout. Mais on était paniqués. Mais c'était quelque chose. On n'avait vraiment aucune connaissance de ce que c'était. Clair. Enfin, c'était l'inconnu total et l'inconnu fait peur. Ouais, exactement. En fait, donc la première fois, moi j'étais confinée depuis 1 mois et demi. J'allais jamais faire les courses, c'était mon conjoint qui faisait les courses. Et puis je bossais comme une folle en tant qu'alerte de notaire. J'avais récupéré tous les dossiers de mes collègues qui étaient en arrêt. Et je dis je vais aller faire un peu de courses, ça va me faire sortir. Donc attestation, sortie, nanana. Et puis en arrivant au supermarché, là j'étais folle de rage, franchement, je me dis mais c'est pas possible, il y avait des gants, des masques, du gel hydroalcoolique partout par terre sur les parkings et tout, mais c'était vraiment impressionnant les quantités. Et je me disais mais c'est pas possible, les gens sont débiles ou... Oui, puisque tu parlais d'un paradoxe tout à l'heure, c'est que ils ont peur de ce et ils le jetaient partout par terre. Mais en même temps on le jette par terre, ce qui veut dire que ça le répand davantage. Exactement, donc je me disais mais c'est pas possible. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à les ramasser, alors je les ai pas ramassés moi-même j'avais des gants, donc je les ai ramassés avec des gants. J'avais peur, donc moi j'ai un kangou, donc je me rappelle que j'avais isolé ça dans le fond de mon camion pour pas avoir le nez dedans. Enfin voilà, j'étais moi-même avec un masque, j'étais flippée en vrai. Et puis on en ramasse un, puis 100, puis 200, puis 300, puis 1000, puis 2000. Puis après, moi puis je réfléchissais plus trop à ce truc, je me disais juste... Enfin, en fait, mon sujet n'était plus ça. Je me disais, mais le plus gros danger, c'est nous-mêmes, en fait, parce qu'on est en train de reproduire ce qu'on est en train de subir. Enfin, donc, j'ai toujours fait attention. Je n'ai en plus pas attrapé le Covid, pas une seule fois. Je pense que je l'ai eu avant que ce soit déclaré. Je l'ai eu 1 mois avant le confinement, 1 mois ou 2 mois. Mais je ne l'ai jamais eu après. Donc, coup de bol, j'en sais rien. Mais voilà, après, en plus, moi, j'ai pris... à cette époque-là, je t'avoue que le monde, moi, me faisait flipper. Donc, j'avais même pas envie de côtoyer forcément l'humain. Donc, j'avais pas beaucoup de rapports physiques avec d'autres êtres humains. C'est peut-être pour ça que j'ai rien attrapé.
Et puis après, voilà, je les ai stockés. Je faisais parce que je me disais, déjà, quand tu ramènes tes courses, tu dois attendre 24 heures. Donc, en fait, je les laissais des fois 1 semaine, 2 semaines dans ma voiture ou dans mon garage isolé pour être sûr qu'il n'y avait pas de virus. Et puis, pareil, ma mère qui était en EHPAD m'a donné le protocole pour les laver. Donc, c'était 60 degrés minimum 30 minutes. Donc, j'ai commencé à les laver en me disant, bon, je ne sais pas ce que je vais en faire. Puis un jour, j'en ai fait tomber un sur un t-shirt et voilà, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire et tout. Et je me dis, oh là là, par contre, j'ai jamais cousu de ma vie. Oui, parce que c'est ce que je me suis dit. Comment en n'ayant jamais eu d'appétence, de compétence ou d'attrait pour la couture, on se dit, tiens, je vais transformer ces masques en des vêtements. Alors, le secret des vêtements, c'est que je suis une ancienne grosse consommatrice de fast fashion. D'accord. Et c'est aussi un autre gros sujet. Oh oui, et évidemment j'en parle et je le traite, forcément. Je suis animatrice de la fresque du textile, par exemple, qui est un atelier d'intelligence collective où c'est un espèce de jeu de 3 heures. À quiconque veut que je l'anime ici, c'est avec grand plaisir d'ailleurs, qui en fait sensibilise sur les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie textile dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est bien parce que ça permet de connaître tous les problèmes, parce qu'on en ignore un gros paquet. Bien sûr. Mais ça donne tout plein de clés, tout plein de solutions pour savoir comment agir, comment faire. Et puis surtout se déculpabiliser, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de peur, de culpabilité, de tout ça, et en fait la culpabilité, en tout cas moi je trouve qu'elle ne fait pas avancer. La peur, elle peut faire avancer, elle peut rendre acteur, ou à l'inverse complètement pétrifié, mais accompagner des personnes qui n'ont pas de connaissances, et justement qui peuvent faire un atelier entre personnes qui vont échanger pendant 3 heures, se donner des tips pour trouver comment s'habiller demain en fait, et essayer de s'habiller mieux demain, parce qu'il faut conscientiser qu'il y a des gens qui sont dans la galère financière et que c'est pas facile de s'habiller tous en lin à je sais pas combien d'euros la pièce. Donc faut en avoir conscience. Donc voilà. Après c'est aussi très représentatif des mentalités. On voit aussi beaucoup de monde qui n'ont pas forcément un budget très vaste, et qui doivent faire des choix, des priorités, et qui malheureusement, après c'est le choix de chacun, mais qui incroyablement vont prioriser des choses qui semblent futiles, à savoir des habits pour rentrer dans une mode, dans une c'est une reconnaissance. Oui, il y a la recherche de faire comme les autres. Il y a cette volonté de se dire, ok, tout le monde dit que ça, c'est la pièce à porter, donc je vais me ruiner pour porter cette pièce parce que c'est ce qui va en faire ma valeur. Non, il y a vraiment une tendance encore à se conformer. C'est ça le mot, chercher le conformisme qui est encore à renverser. Donc forcément, c'est lié à beaucoup de questions, de façon de voir les choses. Et il y a un travail psychologique et sociologique à faire en ce sens. Et de ce dont tu parles, j'en étais vraiment victime, donc je sais exactement de quoi tu parles. Et effectivement, moi je pouvais même avoir tendance à rentrer dans un magasin, acheter des fringues pour me juste exuter un truc que je ne savais pas expliquer, un manque énorme de reconnaissance, un manque tout court. J'ai ressenti beaucoup de manque sur plein de choses en tant qu'ado et tout ça. Et au lieu d'aller me questionner un peu plus à l'intérieur de moi, parce que j'en avais pas la force ni l'envie, j'allais consommer des trucs que je n'ai jamais portés. Là, par exemple, j'ai acheté une paire de chaussettes il y a plus de 10 ans, des chaussettes montantes, un peu fun, machin. Je ne les ai mises que cette année, pour te donner un ordre d'idée. Mais celle-là, j'ai toujours regardé en disant, je me promets, parce que j'ai, justement, dans tout ce travail que j'ai fait, dont on parlait tout à l'heure, l'évolution du truc, c'est qu'un jour, je me suis dit, bon, ok... j'ai plein de fringues, je les porte pas, j'ai beaucoup plus fait attention à mon prochain, au fait que les gens sont en manque de plein de choses et tout ça, et c'est relativement confortable et occidental d'avoir ce mode de vie. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc mes fringues, je les ai données à Emmaüs, j'ai vidé l'ensemble de mes placards. Aujourd'hui, j'ai plus grand-chose. Et je suis très heureuse d'ailleurs, c'est un peu comme une montgolfière, tu vois, de vider, t'as l'impression d'aller encore plus haut, d'aller encore plus loin. C'est ça, c'est comme le fait que quand on fait le ménage, ça nous vide la tête, ça fait du bien. C'est comme ramasser des déchets, c'est exactement la même chose. Et les transformer en quelque chose de beau, c'est encore plus jouissif, c'est assez inexplicable. Surtout que ça dépasse l'échelle du personnel, et puis finalement, ça va dans une dimension qui est beaucoup plus grande, qui est celle du monde entier. C'est très intéressant, on va y revenir sur ça, mais on va s'écouter tout d'abord une petite musique, histoire de faire une pause musicale, puisque ce serait un festival joyeux sans musique. On va s'écouter tout de suite
Et si c'était nous deux, de la compagnie Molière Opéra Urbain. Me revoilà, on s'est écouté Et si c'était nous deux de la compagnie Molière Opéra Urbain. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également bien sûr des invités en tout genre. Et pour rappel, rien à voir, mais durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple. Envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je vous ai parlé d'invités et justement, je suis toujours en compagnie de Marion alias Mimu, artiste engagée dans la protection de l'environnement, venue nous présenter son engagement au travers de ses belles initiatives. Ça va toujours, Marion ? Ça va toujours. Super. Alors, on a parlé un petit peu de ton parcours, de comment cette initiative de récupérer, de ramasser et bien sûr laver les masques chirurgicaux abandonnés dans la nature suite au Covid, afin d'en faire finalement des œuvres d'art, des créations, des vêtements. On a parlé de tout ça, mais j'aimerais revenir un peu plus sur finalement la manière dont ce projet a grandi, les étapes vers lesquelles il t'a mené et comment finalement ça a pu modifier peut-être complètement ta vie ou en tout cas d'une grande manière. Ouais, c'est clair. Il y a des étapes, on va dire, médiatiquement importantes aussi quand même qui ont permis de développer tout ça. C'est notamment la création d'un costume que j'ai fait pour Antoine Decaune où on a fait toute une émission ensemble qui s'appelle La Gaule Verte parce que moi j'aime beaucoup aussi faire de l'humour dans mes messages et où on dénonce justement tous les problèmes environnementaux de manière complètement décalée, rigolote. Donc ça a été une expérience assez incroyable et puis pour moi un énorme challenge pour mes niveaux de couture de l'époque. J'imagine. Et donc voilà, ça a été vraiment top. Après j'ai fait l'objet d'un film documentaire qui est sur TF1 qui s'appelle Ordinaire et c'est un réalisateur qui a un talent incroyable, qui a fait un voyage à vélo et qui est venu rencontrer trois personnes qu'il estime ordinaires, qui sont des personnes lambda mais qui sont bâtisseurs d'un monde plus juste. Et donc il fait j'ai un portrait d'une dizaine de minutes ou un peu plus, je sais plus, mais bon bref, qui raconte un peu ce que je fais. Donc ce qui est chouette, c'est que en plus de ça, en fait, le temps que les tournages se fassent, qu'il y ait des répercussions de choses et tout, des fois on fait des retours en arrière. Par exemple, Jérémy Stadler, donc pour le film Ordinaire, ça a mis 2 ans à ce qu'il puisse vraiment le sortir, le monter et tout. Donc quand on le découvre 2 ans après, on se dit waouh, le chemin a carrément évolué. Moi, je me perfectionne parce qu'en fait, j'ai pas arrêté tout de suite mon boulot de clerc de notaire. J'étais perdue au début. Je savais pas, j'étais pas heureuse dans j'aime beaucoup le droit, la justice. Forcément, je suis encore dedans au final. Pas du tout de la même façon, mais ça reste mes valeurs. Et puis, j'aimais la gymnastique cérébrale du droit en général, mais pas du tout épanouie dans un monde qui allait beaucoup trop vite. Où j'avais le sens qui manquait peut-être. Ouais, carrément. Et puis, je voulais donner du sens. Moi, j'ai essayé de sauver un peu tous mes clients qui étaient dans une situation de stress absolu, justement à cause du Covid, de déménager et tout ça. Mais bon, c'était des stress qui étaient beaucoup moins, pour moi, légitimes que les stress au niveau hospitalier. Ouais, clairement. Et du coup, ça a cheminé, ça a mis du temps quand même. J'ai fait un burn-out dans le notariat qui a quand même aussi aidé à partir définitivement. Et puis le regard en arrière, c'est assez flou à décrire parce que j'ai un métier aujourd'hui je fais plein de trucs. Je donne des cours de couture, j'interviens dans des écoles, je fais des défilés, j'expose mes œuvres, j'essaie de vendre et de vivre aussi de mes œuvres. Là, par exemple, j'ai quand même j'ai une sacrée fierté, c'est que j'ai réussi à établir une œuvre d'art. Là, juste avant d'arriver, j'ai créé un puzzle géant collaboratif pour les Jeux Olympiques
où on Génial. m'a demandé de créer une œuvre qui puisse être justement créer de la cohésion sociale et qui soit à partir de récupération, de matériaux de récupération. Donc j'ai eu l'honneur que ça soit hier, il y a eu le relais de la flamme à Lille, donc dans le Nord, rien à voir avec ici. On embrasse les Lillois qui nous écoutent. Et qui a permis d'être exposé. Ça apparemment, les retours c'est que les enfants ont adoré et tout ça. Donc voilà, j'étais très contente. Donc je tombe sur des opportunités comme celle-là. Et si je n'avais pas fait ces choix de vie et que j'étais restée dans cette vie que j'estime morose aujourd'hui, non, je suis bien ici. Mais sacré parcours, ouais. Est-ce que justement, ce manque de sens ou finalement le fait que cet ancien métier n'était pas forcément le plus épanouissant pour toi, tu en avais déjà conscience? Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu ressentais? Ou est-ce que finalement ça s'est mis en lumière par ce que le Covid et le constat que tu en as fait par la suite et puis cette initiative t'ont apporté? Alors, je vais parler d'un truc qui s'appelle la dissonance cognitive. Donc, il doit y avoir beaucoup de gens qui vont se sentir concernés par ça. Il y a un truc qui est au fond de toi, qui est dans ton ventre et qui te dit que tu te trompes de vie. Et puis, il y a l'autre truc qui te dit qu'effectivement, il faut être conforme à la société et qu'il faut répondre à des codes. Et donc, cette dissonance, moi, elle me tapait très fort à chaque fois. J'essayais de rentrer dans ces fameuses cases et de re-rentrer dans une vie rangée, classique. Et c'était un peu comme un feu qui s'éteignait en moi et ça me rendait profondément malheureuse avec des idées relativement noires. Et à l'inverse, c'est pas la première fois que j'ai fait un 360 degrés dans ma vie. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai tout arrêté. J'étais plutôt secrétaire notariale à l'époque. Et j'ai tout arrêté. Je suis partie travailler dans les fermes. J'ai fait du woofing pendant 2 ans contre gîte et couvert. Et j'étais hyper heureuse. Et après, j'ai essayé donc de revenir dans cette vie classique. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais revenir dans la vie classique? Les opportunités professionnelles, parce que j'ai quand même un CV qui est pas mal en termes de tout ce qui est immobilier, évidemment. Donc, en fait, j'ai fait ce woofing pendant 2 ans. Après, j'ai écouté et je le conseille à tous d'écouter son petit être d'enfant intérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais le plus? Bon, ok, à part, j'adorais aller à la ferme avec ma mère, donc c'est comme ça que j'ai fait du woofing. Après, j'ai dit, j'adorais aller, quand j'étais petite avec mon frère, à la montagne. Donc, j'ai vécu à la montagne. Et puis, j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de saisons, j'étais vendeuse en boulangerie et tout ça. Et pour trouver un logement, j'habitais à Chamonix, c'est très compliqué. Ouais. Et donc, j'avais déposé des CV chez des agents immobiliers en espérant que ça me mette en haut de la pile du dossier pour avoir un appart. Et c'est comme ça que des agents immobiliers sont venus me voir en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous dans une boulangerie? Viens bosser chez nous parce que tu as un super CV, c'est super cool. » Et puis de là, mon CV a atterri chez un des notaires de Chamonix et il m'a appelé, il m'a demandé de travailler pour lui. Donc, j'ai repris cette vie classique. Et puis non, malgré tout. T'avais pas compris la leçon la première fois? C'est ça. Bon, malheureusement pour mon conjoint, c'est ma jauge en fait. Ça me permettait mon premier conjoint, l'époque avait quand même pas mal subi mon burn-out. Et mon deuxième, j'ai voulu le protéger absolument de ça, pas reproduire les mêmes erreurs. Donc quand il m'a dit écoute là, j'ai dit allez stop, on arrête. Et voilà, et je vais beaucoup mieux. Donc, à tous ceux qui ont une dissonance cognitive intérieure, essayez d'écouter votre cœur. Et même si ça fait peur, finalement, en général, quand on regarde en arrière, on ne regrette jamais. Oui, mais il faut avoir le courage de se lancer sur le moment. Toi, ça a été quoi ton truc pour du coup aller de l'avant? Tu sais, ce petit truc du pote qui pourrait nous pousser dans la piscine, mais parfois on est un peu seul, donc il faut se pousser soi-même. Comment t'as fait, après, toi? c'est croire en soi, et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est essayer d'aller un peu plus profond. Ça fait chier, hein, c'est gratter sur des trucs agréable, intérieurs. Hein. Alors ça fait, je sais pas, c'est comme, je sais pas, s'enlever une écharpe. Alors ça fait pas forcément du bien à l'instant T, mais par contre quand c'est fait, ça soulage. Donc c'est ce travail-là. Après c'est quand même un peu prétentieux de ma part parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de charge particulière, je suis pas mariée et menottée dans une vie
j'ai pas de prêt immobilier sur le dos. En fait, toutes ces situations-là m'ont toujours fait très peur de m'engager dans tout ça parce que je me savais capable de péter un câble facilement et m'engager dans des bails de vie comme ça, pour moi, c'était compliqué. La liberté est importante. Ouais, la liberté, c'est ça. Mais bon, on peut toujours trouver un bout de liberté tant qu'on se fait du bien vraiment à soi. Même, je sais pas, ça peut être un truc. Je sais pas, on est maman, on trouve qu'on n'a pas assez de temps avec ses enfants, on essaye de le faire, ou papa, encore mieux, encore mieux ou pareil, on s'en fout. Mais voilà, et puis mon mode de vie n'est pas forcément quelque chose où je vais dire aux gens faites absolument tous comme moi. Non, faites comme vous avez envie d'être. Tant que vous prenez soin de vous et de ce qui vous entoure. Et forcément, l'environnement, ça me paraît évident, puisque je sais pas, c'est comme prendre soin, comme on disait, c'est comme prendre soin de sa maison, quoi. C'est exactement la même chose. Bien sûr. Alors, pour cette 58e édition du Festival d'Avignon, tu nous as prévu plein de belles choses pour porter ton message dans ce contexte réunissant un public qui est divers et surtout en grand nombre. Peux-tu nous en parler, puisqu'il me semble qu'il y a des expositions, des défilés, des ventes aussi de costumes et de vêtements, puisqu'il faut aussi le dire, tu as créé tu as fait des créations avec ces masques, donc vêtements, mais tu t'es aussi proposé de réaliser des costumes. Oui. C'est ce qui te lie d'ailleurs à ce monde du spectacle pour lequel on est aujourd'hui à ce Festival d'Avignon. Alors parle-nous un petit peu de ce qui est prévu sur ce festival. Oui. Alors là pour l'instant on a l'exposition on a à la Luna, à Buffon pardon. On a un certain nombre de photos qui sont exposées. J'essaye d'interchanger un peu tous les jours sur le mannequin la création que j'avais réalisée pour qu'on voit un petit peu tous les jours ce que j'ai à proposer. Et aussi, le but, c'est que là, moi, j'ai mon maître, ruban, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des masques avec moi. Ce que j'aimerais, c'est embarquer avec moi des comédiens pour leur dire, écoutez, le message engagé, on peut tous le porter et justement, je peux vous donner cette opportunité d'être super stylé sur scène déjà et qu'on vous dise, waouh, mais c'est fou, c'est trop beau ton truc, mais ça vient d'où? Et regarde, c'est un masque. Et en plus de ça, donc ça va un peu plus loin. Le monde de la culture et l'engagement environnemental, pour moi, c'est absolument lié. Et ça doit se relier davantage. Donc je serais hyper fière et honorée d'avoir des comédiens qui puissent arborer mes tenues et diffuser un message qui aille plus loin que ma propre personne. J'ai remarqué qu'il fallait quand même de la personnalité et oser. Et je pense que dans le milieu de la comédie, on est complètement dans tout ça. Bien sûr. Puisque des fois, j'ai des personnes qui n'osent pas... souvent, on me dit, mais t'as un culot monstre. Alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, on me confond tout le temps avec Marie Saint-Filtre, qui est la reine du culot, même si je me sens pas aussi culottée. Et donc, il faut oser incarner un personnage. Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité de venir à Avignon il y a quelques mois. Donc, j'ai rencontré Dominique et Silvio de la Luna, que je trouve adorable. Et ils ont eu un espèce de coup de cœur sur ce que je faisais parce qu'ils m'estiment un peu folle. Ils sont très engagés, hein. Ils sont vraiment à l'œuvre de plein de choses. On va encore découvrir d'autres invités dans les jours qui suivent. C'est très intéressant. Carrément. Et justement, j'en découvre toujours plus de leur part. J'adore. Là, j'ai encore découvert des trucs aujourd'hui. Enfin, franchement, je suis fan. Et donc, c'était au festival Escale Voyageuse puisque le film Ordinaire a été diffusé. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir présenter ce film et c'est là que la Luna m'a rencontrée et que le film a été diffusé chez eux et puis après ils m'ont proposé donc de faire cette expo et des comédiens sont venus me voir à ce moment-là, m'ont dit franchement on serait hyper intéressé pour prendre des créations. Donc je me suis dit viens, on expose et on propose ça pendant tout le festival. Donc exposition, défilé, vente de vêtements, on va en parler encore dans quelques instants. On va se faire une petite pause musicale en s'écoutant Madrid City de Ana Mena et on revient tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio.
Hello, vous êtes toujours sur Speed Radio, on s'est écouté Madrid City de Anna Ménage. Je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Toujours en compagnie de Marion Lescaut, alias Mimi, artiste engagée pour l'écologie. Elle réalise des créations à partir de masques chirurgicaux usagés et transforme ce qui est Elle transforme ce qui est en somme un déchet en matière première recyclée pour créer des pièces uniques. Il est possible de les découvrir, ces créations déjà réalisées au travers d'expositions et de défilés, mais tu proposes également de créer des costumes sur mesure, rappelons-le, à C'est tous ça. nos chers amis comédiens, toutes les compagnies qui seraient là à nous écouter et qui sont présentes sur ce festival. Bon, ça va toujours Marion ? Ça va toujours. Tout se passe bien pour toi, ça te plaît Nickel. cette émission? On est très bien. Mais moi, ça me plaît aussi beaucoup. Alors, tu nous expliquais un petit peu les initiatives qui sont en place sur ce festival pour découvrir ton travail, à savoir les expositions. Oui. Donc, tu nous parlais du théâtre Buffon. C'est ça. Il y a au théâtre Buffon, il y a déjà des choses qui sont exposées au Jardin Luna et ici à Namasrio où on peut voir, et donc juste en dessous de nous, au-dessus de nous, pardon, Au-dessus de nous. il y a les méduses que j'ai créées, puis il y a des expositions photos qui retracent un petit peu tout ce que j'ai fait. Et puis le but là, dans les jours, semaines à venir, je suis présente sur tout le festival. Je m'absente 3-4 jours vers le 15 juillet, mais après ça, je suis là tout le temps. Et le but, ça va être aussi de déambuler et de parader un petit peu dans la ville d'Avignon pour qu'on puisse me découvrir, venir me voir. N'hésitez pas à m'interpeller, ça sera avec grand plaisir que j'échange avec vous. Alors, comment on peut t'identifier dans les rues d'Avignon ? Oula, c'est assez facile. Je vais me balader, alors... quand je dis ça, c'est assez bizarre, donc je donnerai après les liens où vous pouvez retrouver tout ça, mais je me balade avec un tutu de masque. Donc il faut imaginer un peu Black Swan en masque. Le Black Swan défendrice de l'écologie. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau, c'est ça qui est bien, c'est ouais. que ça reste, c'est pas vulgaire, c'est beau. Les gens sont toujours subjugués par ce truc. Alors je le dis parce que c'est pas moi qui le sens, parce que je ne m'en rends pas compte puisque c'est moi-même qui porte le truc. Mais ouais, voilà. Et comme c'est moi qui l'ai créé, même si je le fais porter à quelqu'un d'autre, moi je vois pas l'effet que ça peut faire. Mais donc moi je fais une tournée là par exemple de festivals cet été, mais des festivals de musique. J'étais à Marmande à Gare au Rock la semaine dernière et donc les réactions sont unanimes. C'est waouh mais c'est fou, waouh mais c'est énorme. Voilà. Et donc vous allez me voir. Et le but voilà c'est d'échanger avec vous et puis surtout s'il y a l'envie déjà de se joindre à moi pour parader, c'est avec grand plaisir parce que plus on est de fous plus on rit. Et si vous avez besoin d'informations, savoir, découvrir un peu ce que je fais, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici. Je ne suis pas tous les jours, toute la journée dans la Luna pile poil parce que je vais parader, je vais faire plein d'autres choses. Mais en tout cas, vous pouvez venir me voir, laisser vos coordonnées et puis on échange avec grand plaisir. Ça marche, donc on peut en effet te rencontrer en déambulant, puisque tu déambules dans les rues d'Avignon. Moi aussi, c'est un petit peu le principe de mon émission, c'est que je déambule dans les rues d'Avignon et puis je vais recueillir les avis, les commentaires, et puis j'échange avec les personnes que je rencontre tout au long de ce festival. On va d'ailleurs s'écouter tout de suite un petit épisode d'une rencontre que j'ai faite dans les rues d'Avignon. C'est la rencontre de Monique. Allons-y. Alors bonjour Monique. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous croiser dans les rues d'Avignon. D'où venez-vous ? Alors je viens d'Auvergne, d'Issoire, à 45 km de Clermont. Je suis là pour une semaine chez des amis et pour voir le festival d'Avignon. Alors moi je proposerai une pièce qui s'appelle Chatouille. C'est au théâtre du Chêne Noir. J'en ai entendu parler. Voilà. Donc c'est sur un fait réel, c'est sur un inceste. Et c'est une seule en scène qui danse en même temps, qui fait plusieurs personnages à la fois et qui explique à 12 ans qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis après, alors c'est plein d'humour, plein d'émotions. On sort de là, on est complètement envahi par l'émotion. Et c'est vraiment très 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 chouette. Vraiment, je vous le conseille. D'accord. Eh bien écoutez, je prends vos conseils à la lettre, puisque moi-même, je n'ai pas encore terminé ma programmation en dehors de mes temps de travail. J'aimerais bien aller en voir d'autres. Est-ce que vous avez d'autres pièces comme ça que vous avez prévu d'aller voir, que vous attendiez Pour ceux qui restent, c'est ceux qui restent, je ne sais plus où c'est. Pour ceux qui restent, oui, pour ceux qui restent. Mais je ne sais plus, je crois que c'est au... Je ne sais plus. C'est justement, c'est sur la mort, sur la personne qui justement veut nous faire une assistance pour mourir.
Et il paraît que c'est une super... L'euthanasie, qui Voilà. était un vrai sujet, hein, avec Voilà. ce qui se passe L'actualité. en ce moment, malheureusement, c'est un Voilà. sujet qui va devoir repartir dans les dossiers. Voilà. Mais oui, Voilà, il paraît que... Et il y a aussi l'homme et le pêcheur. L'homme et le pêcheur, il paraît que c'est très rigolo et que c'est très chouette aussi. et donc comment vous faites pour programmer, pour établir votre programmation? Est-ce que vous regardez les affiches, les synopsis? Est-ce que vous vous laissez transporter par le bouche à oreille? Comment ça se passe pour vous? Un peu partout. D'abord, j'en parle à mes collègues. Moi, je fais du théâtre en Auvergne. J'ai demandé à mes collègues qu'est-ce que vous connaissez, mes amis qui sont sur Avignon. Et quand je vais voir des pièces, je discute avec les gens. Plus, je me fais arrêter par les personnes qui me donnent des cartes, avec qui je discute aussi. Plus le programme. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Plusieurs de voies communication. différentes Voilà. et vous ne les choisissez pas, vous vous laissez transporter finalement Voilà. par ce qui vient à vous. Très bien, mais Monique, c'était un plaisir de vous croiser dans les rues d'Avignon. J'aurai peut-être plaisir à vous recroiser par la suite et j'espère que voilà, vous allez tout simplement passer un bon festival. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était mon échange avec Monique. Marion, qu'est-ce que tu en penses du fait d'aller sonder les gens dans les rues comme ça? Je trouve ça génial. Et puis j'aime beaucoup là de voir la cohésion sociale, parce que j'arrête pas de parler de lien social, la cohésion sociale qui se fait à Avignon. J'adore l'effervescence qu'il y a et tout ce qui est culturel. Enfin, je trouve ça génial. J'adore. Bon, c'est bientôt la fin de cette émission. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer? Vas-y, libre à toi. Le premier, c'est aller voter dimanche, je le répète. Mais pour moi, c'est celui le plus important cette semaine. Et prenez soin de vous, absolument. Si vous voulez retrouver ce que je fais, donc je vous invite à venir au jardin Luna ou à Namas Rio ou à Buffon ou à la Luna directement. On sera un plaisir de vous accueillir. Il y a aussi, ce que je n'ai pas précisé, la boutique de la Luna. J'ai mis des articles en vente. Vous retrouverez des articles uniques qui ont été faits par moi-même. Il y a des chouchous, des headbands, des chapeaux, plein de choses assez sympas, des petites pochettes à venir découvrir. Et puis donc vous pouvez me suivre, j'ai un compte Instagram, donc vous mettez Marion Lescaut, c'est assez facile à retenir, vous pensez à Julie Lescaut, donc c'est Lescaut, vous Mais avec un retrouverez mes prénom encore plus aventures. joli. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis après, si vous avez besoin de me contacter pour proposer des créations de costumes, je vais vous donner mon numéro de portable directement. C'est le 06 88 03 76 28. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci beaucoup Marion, merci pour ce partage, c'était un Merci. plaisir de faire ta connaissance et d'en savoir plus sur toutes ces belles initiatives que tu as et que tu prends pour défendre notre monde, l'évolution de notre monde, notre écologie et puis en créant du beau finalement, en C'est faisant ça. du beau avec du moche comme tu le disais. Voilà, nous voilà déjà sur cette fin d'émission, des coups de cœur théâtraux. Dans quelques instants, je vous laisserai en très bonne compagnie de Denise pour l'émission secrète de Denise Jardinière qui commence aujourd'hui et ce jusqu'à la fin du festival. J'espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie, de la même manière que j'ai eu plaisir à passer cette heure-là en compagnie de Marion. Demain, je recevrai un nouvel invité et je vous diffuserai de nouveaux enregistrements de mes balades dans les rues d'Avignon, munis de mon micro dans l'optique de donner la parole. D'ici là, sachez que si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, les autres émissions de la journée sont rediffusées toutes les nuits à partir de 23h et vous pouvez également les retrouver en podcast sur speedradio.net et toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus notre jeu par SMS pour gagner un iPhone 15. Il suffit de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple. Il vous suffit d'envoyer Speed par SMS au 7 14 15 et répondre à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Sur ces mots, je vais vous laisser et me précipiter dans les théâtres pour découvrir de superbes spectacles. J'aurai plaisir à vous retrouver demain à 18h. Ciao ciao, je vous embrasse. Denise, t'es là? Elle arrive, elle se prépare. Allez, bisous, à demain.